Bonjour, bienvenue à cet épisode de podcast qui s'enregistre dans le cadre du colloque annuel de l'ACPER, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. C'est un podcast qui est présenté aujourd'hui par Invernergy. On est très fiers d'être partenaire de l'événement. Je souhaite aborder aujourd'hui les bonnes pratiques en acceptabilité sociale, comment se donner toutes les chances pour intégrer avec succès les projets éoliens dans leur milieu d'accueil. J'aurai l'occasion de me présenter, mais je pense que je vais laisser à mon invité le soin de se présenter d'abord. Donc, Lou Landry de l'Alliance de l'énergie de l'Est, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Merci Maryse. Je m'appelle Lou Landry, je suis conseiller aux communications à l'Alliance de l'énergie de l'Est depuis maintenant 1 an et demi. L'Alliance, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un regroupement là, de 209 communautés. Donc, on parle des MRC à partir de la MRC de Montmagny jusqu'à la MRC Côte-de-Gaspé, incluant la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et la Première Nation Wolastoqiyik-Washipikuk, et qui participent activement, je dirais, au développement des énergies renouvelables en éolien, particulièrement présentement dans l'Est du Québec, avec des développeurs privés, dont Invenergy et Hydro-Québec dans certains cas, notamment par le biais de zones structurantes qui ont été annoncées récemment. Excellent. Puis on y reviendra donc sur la structure de l'Alliance. Je prends quelques instants pour me présenter de mon côté. Donc, je suis Maryse Tremblay, je suis gestionnaire principale relations communautaires et autochtones pour Invernergy. Invernergy, c'est un producteur indépendant fondé en 2001. On a à notre actif 36 000 mégawatts de projets d'énergie durable. De ce nombre, on a environ 20 000 mégawatts de projets éoliens, 7 000 mégawatts de projets d'énergie solaire. On est actif au Québec depuis pratiquement une bonne vingtaine d'années. On travaille également sur des projets de stockage d'énergie et d'infrastructures de transport dans d'autres marchés. C'est une entreprise qui a une expertise mondiale, mais une approche locale, et c'est surtout de cette façon de faire-là, donc l'approche avec les milieux, dont on va discuter aujourd'hui avec mon invité. Donc, Lou, tu en faisais mention d'entrée de jeu. Tu représentes l'Alliance de l'Est. Tu as parlé du regroupement 209 collectivités locales, une Première Nation. On est sur le territoire de l'Est du Québec. C'est une organisation, évidemment, que dans le milieu éolien est extrêmement bien connue, reconnue, implantée. C'est un modèle novateur qui fait école. Pour des auditeurs qui pourraient provenir de régions qui sont moins familières avec le développement éolien, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la fondation. Comment c'est né cette alliance-là? C'est quoi sa structure? Comment vous agissez dans votre milieu? La fondation de l'Alliance comme telle, on doit remonter de plusieurs années. Les MRC, tant dans le Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie, je dirais au cours des 20 dernières années, ont procédé à un travail de concertation, euh, de- un grand travail de concertation qui a mené à la fondation des régies intermunicipales de l'énergie, tant au Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie. Puis, ultimement, est arrivée l'idée de collaborer entre les deux régies, par la suite d'intégrer les MRC de Montmagny et de Lillet, qui a mené à la fondation de l'Alliance dans la forme qu'on la connaît en 2023. Puis c'est cette concertation-là entre les différentes MRC, puis la Première Nation Wolastoqiyik-Washipikuk aussi, avait pour but de permettre aux communautés locales d'intégrer les partenariats éoliens, d'assurer une place autour de la table de décision dans ces projets-là, de s'assurer que les projets représentent bien les attentes du milieu, mais aussi de retirer une part de bénéfices importante au profit des municipalités. L'Alliance, à chaque année, fait des distributions et l'entièreté de ces distributions-là sont remises selon l'actionnariat aux deux régies ainsi qu'au MRC de Montmagny-Lillet. C'est intéressant ce que tu amènes, puis c'est vraiment une structure qui est novatrice, comme on le disait en début. Pour un développeur comme nous qui planifie un projet d'énergie renouvelable sur le territoire de l'Alliance, on a devant nous un vis-à-vis qui est une courroie de transmission dans son milieu. Peu importe la zone géographique visée sur le territoire, dans la très grande région de l'Est du Québec, vous travaillez donc au bénéfice des collectivités de votre territoire et vous investissez dans les projets en plaçant des conditions qui contribuent à leur acceptabilité sociale. Ça, je pense que c'est bien fondé. On se retrouve dans un partenariat égalitaire. On met en place des projets de très grande envergure. Je pense que chacun des joueurs individuellement aurait
peine à suivre dans d'aussi grands, projets. En lui-même, le partenariat, je pense qu'il contribue à l'acceptabilité sociale, mais ça ne la garantit pas, par contre. Donc, qu'est-ce que vous surveillez à l'Alliance, justement, pour bâtir sur la fondation du partenariat, et s'assurer d'obtenir une large acceptabilité sociale? C'est tout à fait vrai ce que tu dis, que l'acceptabilité sociale n'est pas acquise malgré la participation de l'Alliance. Par contre, l'Alliance amène, je dirais, des exigences auprès au sein des projets dans lesquels elle s'implique, dans lesquels elle investit, notamment par le biais de portes ouvertes dès les premiers balbutiements d'un projet. Nous, on incite nos partenaires, puis dans la majorité des cas, les partenaires sont très volontaires d'y aller de cette façon-là aussi, mais d'aller vers les milieux d'accueil en tout début de démarche, présenter le projet dans la phase qu'il est, à un moment X, aux populations locales, entendre les préoccupations, s'assurer d'optimiser le projet en fonction de ces préoccupations-là dans la mesure du possible. Aussi, il y a si je reviens en termes de retombées économiques, je parlais des distributions de l'Alliance, il y a aussi les paiements fermes, mais l'Alliance met en place avec les partenaires dans les projets desquels elle fait partie des comités de maximisation des retombées économiques qui permettent à coût compétitif d'intégrer le maximum d'entreprises des milieux d'accueil au sein des projets, notamment en phase de construction, pour permettre, comme je le disais, là, une maximisation des retombées économiques locales. Exactement. Puis c'est là qu'on a basculé vers, justement des partenariats égalitaires dans les projets éoliens, dans les dernières années et ça fait une réelle différence parce qu'auparavant, les projets se développaient dans le respect des communautés, là. Mmh. Je pense que les gens faisaient les choses de la bonne façon, et les promoteurs gardaient, leurs, partenaires municipaux informés, partenaires pas nécessairement en équité, mais je veux dire leurs parties prenantes municipales bien informées. Cependant, puis il y avait des redevances, donc Tout à fait. des éléments, des incitatifs financiers intéressants pour les communautés aussi. Mais l'Alliance elle-même, elle est facilitatrice pour le développeur. C'est un partenaire qui est sophistiqué, avec toutes les connaissances requises là, pour non seulement comprendre ce qui se passe dans les différentes étapes de développement du projet, mais activement contribuer. Donc, l'Alliance, ce n'est pas un partenaire passif, c'est un acteur qui est impliqué, à toutes les grandes étapes et ça fait vraiment une grande différence. Parlons un peu des bonnes pratiques. Donc, vous avez plusieurs projets sur la table, c'est 1 700 mégawatts. Au-delà de 1700 mégawatts sous contrat d'approvisionnement en électricité, un peu plus de 300 mégawatts qui tournent déjà, là, inclus dans ce 1700-là, plus, comme je le disais un peu plus tôt, les zones structurantes sous-entente avec Hydro-Québec. Exactement. Donc, beaucoup de pain sur la planche, avec divers promoteurs, en plus, effectivement, de travailler, avec Hydro-Québec sur les zones Tout à fait. structurantes. Donc, les liens avec le milieu, je pense qu'on a vu une grande augmentation, de travail associé à bâtir des liens avec le milieu dans nos façons de développer, les projets et avec raison. La population est intéressée, souhaite comprendre ce qui se passe sur son territoire et on est là pour répondre aux questions, puis présenter fièrement nos projets parce qu'on est fiers des projets que l'on développe. Hem, les gens sont curieux, ils veulent comprendre, ils veulent aussi participer. Tout ça se fait le plus en amont possible. Hem, Maintenant, à un stade où le projet est généralement campé, mais pas complètement ficelé non plus. Donc, au fil du développement, là, les projets, ils évoluent. L'avantage de connecter avec son milieu très tôt dans le processus, ça permet de prendre en compte des préoccupations et des commentaires dans nos configurations de projet. Ça, c'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a quelques éléments de ton côté qui t'apparaissent essentiels là, dans toutes ces étapes de communication très en amont avec le milieu? Comment vous voyez ça? En amont, je dirais, puis quand tu le nommais bien, là, quand un projet est quand même bien campé, mais qu'il reste quand même quelques jalons à faire, je pense que c'est important pour je veux dire pour un promoteur, mais pour un projet, là, incluant l'Alliance, de s'impliquer dans le milieu dans lequel il se développe, d'aller à la rencontre, non seulement d'inviter les gens à venir à leur rencontre, mais d'aller à la rencontre des populations, de le faire de façon proactive, notamment par le biais de la création d'un comité de liaison, mais aussi d'activer ce comité de liaison-là et d'autres comités. Ça peut être notamment par des visites de sites, je dirais, à différentes étapes. Ça peut être avant même le début de la construction, amener les gens du milieu voir réellement où seront, selon le plan, installées des turbines, quels sont les travaux prévus, et cetera, puis les ramener peut-être à d'autres séquences, d'autres stades.
apporter les médias, et cetera, à aller voir le site. Je pense que c'est tout, c'est des éléments qui font en sorte que, notamment, il y a une création de liens avec le milieu, mais il y a aussi une explication sur le terrain, dans le milieu où le projet va s'intégrer avec le milieu d'accueil, là. Ouais, ça rend les choses très, 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 très concrètes. Tout à fait. Donc, on se parlait de votre portefeuille de projets qui est à divers stades de développement et c'est extrêmement impressionnant et ça doit vous garder bien occupé du Mmh. côté de l'Alliance. Quels sont vos défis pour les prochaines années? Sur quoi vous concentrez vos énergies là, dans les prochaines années? À court terme, assurément, l'Alliance va, agrandir son équipe. On devrait accueillir de nouveaux collègues au cours des prochains mois. On a accompli une tâche colossale au cours des derniers mois avec, le nombre de mégawatts. On passait à plusieurs étapes importantes, notamment, les BAP, que les gens connaissent bien. Là, on en avait dans plusieurs projets. Maintenant, on va intégrer des gens à notre équipe pour passer à une deuxième étape, je dirais, avec quelques projets là, qui nous restent à passer des étapes clés, mais aussi des phases de construction pour certains projets. L'amorce au niveau des zones structurantes que je nommais plus tôt avec Hydro-Québec. Donc, au cours des prochains mois, l'élément clé pour nous va vraiment d'être solidifier l'équipe en place en ajoutant des ressources. Excellent. Euh, on est donc, en tout cas dans les projets PPAW 1 et 2, on est des Tout à fait. partenaires dans le cadre de ces projets-là. Est-ce que tu pourrais identifier des facteurs de succès, là, justement, pour bien coordonner ces partenariats-là entre le producteur indépendant et la partie communautaire locale? Je pense qu'il y a une notion de clarté des rôles, je dirais. Quand on se lance dans un partenariat de la sorte, on fait plusieurs choses à deux, je dirais, mais il y a quand même des rôles ou des tâches qui sont dédiées à un partenaire ou à l'autre quand c'est quelque chose, Mhm, Maryse. mhm. Puis je pense que c'est important que ce soit clair dès le départ de qui fait quoi, et cetera, pour, pour arriver à des succès, là. Effectivement. Puis de mon côté, je pense que ce que j'aimerais rajouter, c'est de ne rien prendre pour acquis parce que même si on se connaît depuis quand même longtemps, Mmh. qu'on a appris à bien Mmh. travailler ensemble, pour nous, c'est extrêmement important de tenir notre partenaire communautaire informé à chacune des étapes des projets. Donc, on essaie d'être le plus proactif possible. Donc, que vous puissiez bien saisir ce qui se passe, que vous puissiez contribuer, influencer si vous en avez envie ou besoin. Et je pense que justement, cette relation de confiance-là, elle s'enrichit et elle se bâtit à travers les années. Mot de la fin, quelque chose à signaler en terminant? Ben, merci beaucoup de l'invitation. Très heureux d'être ici, puis de me donner la chance à nouveau d'expliquer quel est le modèle d'Alliance. On reçoit, je dirais, à chaque semaine, là, chaque semaine, c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins à chaque mois, des demandes d'autres MRC au Québec qui aimeraient voir un peu comment le modèle d'Alliance s'est mis en place. Donc, je pense à chaque fois qu'on a une tribune pour expliquer comment ça s'est fait, ben, ça nous permet de faire rayonner le modèle qu'on a chez nous, mais aussi de permettre à d'autres communautés au Québec de voir un peu quelles ont été les étapes qui ont mené au succès qu'on a jusqu'ici dans l'Est du Québec. Excellent, merci. Merci beaucoup, Lou. Donc, j'espère que ce partage d'expérience-là a contribué à améliorer votre compréhension de ces partenariats-là qui se matérialisent sur le terrain là, à travers les différents projets. Évidemment, là, on a mis en lumière un partenariat existant, mais sachez que ce modèle-là, il n'est pas. Il y a d'autres types de Tout à fait, partenariats qui existent avec des communautés autochtones tout à fait. également. Donc, ça peut se développer de façon différente, mais le modèle de l'Alliance est franchement un modèle novateur et précurseur dont plusieurs régions pourraient s'inspirer là, pour la suite des choses. Alors, merci d'avoir été avec nous et donc, je vous souhaite d'autres bonnes écoutes des podcasts de la Claire.